Toujours en direct du studio 221 de Radio France, magnifique studio habillé aux couleurs de la tribune, partageons l'économie. Et ce thème, le ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont aujourd'hui en train de s'imposer, de se généraliser, mais avec beaucoup de questions qui sont soulevées autour de cette généralisation. Et on a voulu faire un débat maintenant sur l'impact sur les entreprises. Est-ce qu'on peut, au travers de cette révolution ESG, inventer l'entreprise du 21e siècle ? Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est du blabla, comme on dit, ou est-ce que c'est une réalité ? ESG, le nom de ton nouveau patron, c'est le thème de cette table ronde qui réunit Christopher Guérin, le directeur général de Nexans. Bonjour. Nexans, qui est un groupe qui est au cœur de l'ESG, notamment de l'environnement, puisque vous travaillez sur toute la question de la réélectrification du monde, on en parlera. Olivier Vignol, qui est le directeur général d'ICAD, et vous aussi, vous êtes au cœur de la transition, puisque tout l'habitat de demain va être écologique ou ne sera pas, comme dirait le président de la République, mais on va en parler. Et puis un professeur d'économie et de management à HEC Paris, Rodolphe Durand. Bonjour Rodolphe, presque un habitué, vous êtes déjà venu parler d'entreprise familiale sur ce même plateau il y a quelques mois. Vous êtes directeur académique du Centre Society and Organization à HEC. Vous avez écrit plusieurs livres, L'entreprise de demain avec Antoine Frérot. Et je le montre, faire un peu de pub, c'est sympa, Enquête de sens, un dialogue entre dirigeants et futurs dirigeants. Et j'ai peut-être envie de commencer par ça, parce que l'idée de cette table ronde m'est venue, on en reparlera avec Christopher, d'une discussion qu'on avait eue ensemble récemment lors d'une interview sur est-ce que les jeunes générations, nos enfants, ceux qui ont la chance de pouvoir faire très belles études dans les écoles de commerce, sont préparés ou se préparent à ce monde de demain, à ce monde ESG. Est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne bien, mal? On va en parler un peu, puis on va voir aussi comment les entreprises, et vous nous direz ça tous les deux, s'en imprègnent. Alors absolument, c'est un enjeu fondamental pour toute la jeune génération. Les demandes sont considérables sur les enseignements qui associent les données scientifiques liées au climat, on en a parlé tout à l'heure, et évidemment au management et à la gestion des entreprises. L'Institut Society and Organization que vous avez mentionné existe depuis 2008, c'est-à-dire la précédente crise. Et par exemple, si je prends le cas d'HEC, on suit les demandes de nos étudiants sur ces sujets. Il y a encore 4-5 ans, on avait une volonté d'un tiers de nos étudiants qui voulaient avoir ces sujets enseignés. Et aujourd'hui, c'est plus de 2 tiers. Le tiers restant, ils s'en foutent. Le tiers restant ne met pas au centre. Disons, la question qu'on pose, ils veulent gagner du pognon, c'est ça. Est-ce que le tiers restant, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous pensez que ce sont des enseignements que vous devriez recevoir dans une business school? Donc, on peut aussi imaginer que un tiers pensent que c'est plutôt les cours de compta, de finance, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas trop interpréter leur réponse. Mais vous allez finir par les convaincre. Ce que je veux dire, c'est que ces contenus sont maintenant absolument demandés. En école d'ingénieur également, vous avez donc le Shift Project dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui fait aussi des études depuis plusieurs années sur l'enseignement supérieur. Donc oui, c'est une demande. Et ça se heurte à une certaine, passivité peut-être de l'enseignement supérieur pendant longtemps, qui regardait cela comme étant extérieur. Le même sujet qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on dit bien ça fait partie des externalités. Si je ne le fais pas moi, quelqu'un d'autre le fera. C'est un petit peu ce réflexe quand on est peut-être pour certains professeurs de management, de finance ou d'économie, en disant moi j'enseigne l'économie, j'en enseigne pas les externalités qui sont non liées à la performance économique. Donc peut-être que ce genre de réflexe a eu cours. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une volonté de répondre aux demandes des étudiants. Il y a eu des pétitions, il y a eu des associations d'étudiants, il y a des associations d'anciens étudiants trans-écoles qui existent et qui aussi, d'une certaine façon, accompagnent ce mouvement et donc font pression sur les dirigeants d'école et aussi pression sur les employeurs des étudiants qui sortent de ces écoles. On disait tout à l'heure, assez bien avec Yves Perrier et le débat avec Cécile Cabanis, on est en train de changer le monde quand même, de paradigme, y compris sur la finance. Donc moi, je comprends très bien qu'on puisse dire ma priorité, c'est d'abord d'apprendre les matières fondamentales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et c'est le cas aussi pour un dirigeant qui cherche à recruter, dans ce débat-là, on peut ne pas avoir cette dimension-là. Alors Christopher Guérin, peut-être commencer par vous, parce que quand on s'était vu chez Nexans, ces questions d'application, de mise en œuvre de ces critères, de ces indicateurs, vous les avez anticipés aujourd'hui. Comment vous communiquez à la fois en interne avec vos managers ou vos salariés, et puis auprès du marché, auprès de vos actionnaires?
Le sujet de communication n'est pas un gros problème. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà quelques années qu'on est bien aligné par rapport aux critères. La problématique que je vois numéro un, c'est la mise en œuvre. Et on parle de formation pour les jeunes, mais la problématique numéro une pour moi, c'est la formation de mes managers. Les managers qui ont été formés à un paradigme qui était très orienté sur la gestion de Friedmanien, comme on dit. Voilà, sur la profitabilité, et qui doit maintenant tenir compte de, je dois réaliser des profits, mais il faut s'assurer que ce ne soit pas au détriment de la planète et au détriment du social. Et là, il y a tout un système, une reconfiguration du système à réinventer, et c'est là le sujet. Sur la partie communication, il y a la communication des entreprises cotées et la communication des entreprises non cotées. Et une fois de plus, c'est deux mondes à part. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec les analystes financiers qui me challengent sur la croissance organique. Par exemple, depuis 2018, Nexans a décidé de ne pas donner de guidance sur la croissance organique, puisque je n'ai pas de question quand on fait de la croissance organique si elle est vertueuse. Est-ce qu'elle est faite de valeur plus que de volume, c'est-à-dire plus de tonnes de produits et de matières premières consommées, ou est-ce qu'elle a été faite sur la vente de services, de solutions qui a permis de faire de la croissance, et est-ce qu'elle est verte ou non verte ? Tant que je n'ai pas ces questions-là, je ne ferai pas de gagnant sur la croissance organique. Donc je dis, on a un objectif de rentabilité, on le communique. La manière dont il est fait en termes de croissance, on ne l'explique pas. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand je suis le lundi ou mardi, on me challenge uniquement sur les aspects financiers. Puis le mercredi, il y a commence à avoir des questions sur l'environnement. La problématique numéro un que moi je vois en tant que dirigeant de société cotée, c'est qu'on est encore dans une ère de silotage très fort entre la partie environnementale, sociale et la partie financière. Qu'est-ce que vous attendez des écoles qui forment vos futurs managers ? Nos futurs managers et puis nos managers aujourd'hui, je parlerai avec Rodolphe en aparté, je vois très peu de formations qui lient la finance avec le thème de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, des indicateurs, on en a partout. Est-ce que trop ? Je vais vous dire, moi j'ai compté, je me suis amusé il y a quelques mois à compter, il y a plus de 2000 normes, requêtes, frameworks et labels qui existent sur le thème de l'ESG, et il y a au total 1500 indicateurs. Donc on est dans l'obsession de la mesure. Mais vous savez, un manager d'unité, de business unit, aujourd'hui, il est complètement perdu par rapport à tout ça. Donc, nous, on a développé notre propre manière, notre nouveau modèle de performance qui allie la profitabilité, donc les aspects financiers, les retours sur le capital employé, mais également les retours sur carbone employé et les retours sur les compétences engagées. On essaye de former vraiment nos managers à travailler avec ces trois paradigmes. Et on a fait une analyse assez déroutante, c'est qu'on a analysé en fait les performances financières de l'ensemble de nos activités, comme on le fait d'habitude, et on a regardé celles qui génèrent du profit depuis des années, comment elles se situent d'un point de vue environnemental et social. Mais en fait, on s'est aperçu qu'elles sont non seulement positives d'un point de vue financier, mais également vertueuses sur la partie environnementale et également sur la partie diversité et inclusion. Les deux approches. Et on a regardé l'inverse, c'est les activités qui sont en très grande difficulté depuis des années. C'est les moins ESG. C'est un puits de pollution incroyable côté environnemental et côté social, des taux d'absentéisme records, un niveau de diversité complètement à la cave. Donc on a fait un parallèle. Donc la performance économique va avec la performance humaine et écologique. Je pense qu'il faut c'est juste un sujet de formation. Il y a des bons managers, il y a des managers non préparés, il y a des managers qui sont préparés. Donc on est vraiment sur un sujet d'éducation sur lequel il faut qu'on investisse énormément. Que ce soit jeune génération pour les préparer, mais que ce soit aussi la génération qui est actuellement au travail pour inventer ce nouveau paradigme. Alors, Olivier Vignol, chez ICAD, j'allais dire, vous avez pris en compte depuis assez longtemps ces problématiques-là, mais très récemment, je vais citer ce cas, vous pouvez nous en parler, à votre Assemblée Générale, je crois, du 22 avril, vous avez fait un Say on Climate, on Biodiversity, c'est-à-dire vous avez intégré les deux grandes problématiques du climat et de la nature dans vos engagements auprès des actionnaires. C'est assez fort quand même comme geste, ça, pour quelqu'un qui, aujourd'hui, s'affirme comme une grande entreprise de l'habitat de demain. Je crois que, comme tout le monde l'a dit, c'est un sujet très complexe, ces sujets d'environnement, sociétaux et de gouvernants. Donc, je pense que c'est important de vérifier, surtout quand on a une société cotée, de vérifier qu'on est bien aligné, j'allais dire le management, les collaborateurs, le conseil d'administration et ses actionnaires. Et en fait, de porter des résolutions à l'Assemblée Générale, ça permet de vérifier ces alignements, parce que c'est à la fois des engagements, mais c'est surtout demander à nos actionnaires. Ces engagements ont été validés par le management, qui les a proposés, par le conseil d'administration. Et on demande à nos actionnaires, est-ce que vous êtes en phase ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous considérez qu'on en fait assez ? Est-ce que vous êtes d'accord surtout avec les ressources financières qu'on va y consacrer ? Parce que ça demande pas mal d'investissement.
Et c'est un peu la même démarche qu'on avait eue d'ailleurs en 2020, quand on avait fait voter la raison d'être, où on retrouve un certain nombre des thématiques qu'on retrouve sur une résolution spécifique environnement et biodiversité. Et c'est assez intéressant parce que les 2 résolutions ont été votées à plus de 99%. Alors on s'est interrogé sur la signification. Est-ce qu'ils ont voté sans regarder ? Je ne crois pas. On a eu beaucoup de questions de ce qu'on appelle les proxys. On a eu beaucoup de remarques d'un certain nombre de nos grands actionnaires. Et c'est vrai que ça nous donne un cap où on est tous alignés, en tout cas actionnaires, conseil d'administration, management. Après, comme il avait dit, je crois, dans le débat d'avant, il faut aussi être aligné avec ses fournisseurs, ses clients, les autres parties prenantes. Mais au moins d'être alignés tous en interne, c'est intéressant. Vous avez mis en place ça, ce comité des parties prenantes, c'est quelque chose oui, nouveau. Avant, il y avait le conseil d'administration, les comités spécialisés. Ça, c'est un comité ouvert. Alors, c'est des comités ouverts, mais c'est surtout, ça va être un des sujets de ESG. C'est quoi les KPI, pour prendre un terme anglo-saxon sur lequel on mesure. Sur le carbone, par exemple, c'est facile parce que mesurer ces émissions carbone, c'est quelque chose qu'on fait assez complexe, mais entre guillemets, ça se fait assez normalement et ça devient assez normé. Mesurer l'impact sociétal ou envie d'une activité, chacun peut aller choisir son KPI. Donc nous, on en a choisi un certain nombre sur lequel on va reporter auprès de ce comité. Et puis on communiquera. Je crois que la grande innovation de tout ce mouvement, c'est la transparence. Et Christopher mentionnait la différence entre le coté et le non-coté. Je pense qu'effectivement, on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais je pense pour faire la transition climatique, il faut que ce soit pour tout le monde. Je pense que les sociétés cotées ont un vrai temps d'avance sur le monde ou du private equity ou des sociétés non cotées. Parce que même si aujourd'hui les analyses financières, sont essentiellement financières, et la partie ESG... Parce que la transparence ? Oui, une grande transparence, parce qu'on est obligé de donner l'ensemble de nos données. Elles sont certifiées. Nous, on a un organisme tiers indépendant qui certifie toutes nos données environnementales. C'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ressources consacrées, ne serait-ce qu'au reporting et à la fiabilité du reporting. Ça, c'est un vrai changement par rapport à il y a quelques années. Et donc, quand on voit l'Assemblée générale qui nous suit à 99%, on est au moins content de savoir que tout le monde partage, je dirais, les mêmes objectifs sur ce sujet. Allez-y, mais j'allais sinon prolonger la question sur la formation à ces nouveaux métiers aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître analystes ESG, spécialistes de l'extra financier. C'est pour les jeunes qui s'intéressent, qui sont en quête de sens. On n'a plus forcément envie de faire seulement du tableur Excel pour faire du tableur Excel. On veut aussi trouver dans le tableur Excel, si j'ose dire, le petit surcroît d'humanité, justement. Et je vais essayer de faire la synthèse entre la question et les 2 interventions précédentes, parce que ce qui est très intéressant, c'est effectivement de passer devant l'Assemblée générale et demander aux actionnaires la validation en fait, de la stratégie de l'entreprise sur ces considérations-là. On a fait une étude donc, à HEC avec des collègues sur l'impact des index, ou le fait, par exemple, d'être dans le Dow Jones Sustainability Index, savoir si ça avait un impact sur le cours de bourse, sur le volume d'échanges, etc., en comparant des entreprises qui auraient pu être dans l'index et celles qui n'y ont pas été et celles qui l'ont été. Donc, en comparant des échantillons appariés, et ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, ça n'a pas d'impact sur l'évolution des volumes d'échanges ou sur la valeur du stock. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est transparent. Ces données sont déjà intégrées par le marché. En revanche, ce que ça fait, c'est que ça change les investisseurs de long terme au bénéfice des entreprises qui sont dans ces index. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et la discussion que j'avais eue avec Antoine Frérot quand on a écrit le livre, et il n'était pas tout à fait complètement d'accord qu'on le mette comme ça dans le livre, mais je crois qu'on l'a finalement mis, c'était de dire que quand on est une entreprise cotée et qu'on va vers ses actionnaires et qu'on dit on va avoir cette stratégie, d'une certaine façon, on choisit ses actionnaires. Pas tout à fait, la formule est un peu provocante, mais les actionnaires qui vont venir vous accompagner dans cette stratégie de long terme, eux-mêmes doivent être plutôt orientés long terme. Quand on est dans le cas du privé, et que donc on n'a pas ce regard et cet examen approfondi sur ces données, eh bien du coup on fait un peu ce qu'on veut. Et donc le grand risque qu'on a par rapport à cette évolution nécessaire du côté européen, c'est que finalement il y a une fragmentation des marchés, qui est 2 types de marchés qui ne soient pas du tout alignés sur ces objectifs-là, et qu'on sorte de la cote de nombreuses entreprises ou des activités
et qui donc retrouvent des actionnaires qui, d'une certaine façon, peut-être émanant du tiers des étudiants qui n'avaient pas grand intérêt, ils trouvent leur intérêt qui serait leur intérêt purement financier. Alors qu'on sait que lorsqu'on allie, en fait, et qu'on aligne la quête de sens de cette nouvelle génération, donc des 2 tiers des étudiants qui veulent vraiment s'engager, dans des opérations et qu'on compare à l'intérieur d'une même entreprise des unités qui sont, je dirais, alignées avec ce genre d'objectifs, celles qui le sont moins, ou entre entreprises, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cet alignement sur ces philosophies ESG, ces politiques et ces stratégies ESG, lorsqu'elles répondent aux attentes profondes des salariés, donnent 10% de plus d'innovation, 14% de plus de brevets, entre 5 et 20% de plus de confiance à l'intérieur des équipes. Et tout ça, ça se retrouve en fait dans la performance opérationnelle in fine. Et pour le non-côté, est-ce qu'il faut à ce moment-là mettre en place des règles j'allais dire presque contraignantes, étatiques. Donc là, est-ce que c'est l'État ou c'est le marché ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, aligner les intérêts ? C'est capital, si je puis dire. Donc, il y a des règles pour un marché quitte à réformer coté. le capitalisme, allons-y. Quoi. Et après ça, pour le marché non coté, chacun est un peu libre ce qu'il veut. Moi, je trouve que le vrai changement, on sent encore beaucoup d'analyses financières et des analyses ESG de la part de tout ce qu'on appelle les maisons de brokerage. Et les analystes, et on n'a pas encore d'analyse qui soit vraiment fusionnée sur les 2 thèmes. Et je connais peu encore de modèles mathématiques chez les brokers pour simuler l'évolution des émissions carbone dans les 5 ans qui viennent. Ça existe, et ça, notamment du fait que toutes les entreprises ne reportent pas, ce qu'on voit de plus en plus se développer, notamment aux États-Unis. Je vous invite à regarder Clarity, par exemple, qui utilise en fait de l'intelligence artificielle pour compléter d'une certaine façon les données manquantes et faire évoluer les portefeuilles des investisseurs en fonction des critères ESG sur les entreprises. On aura un débat cet après-midi passionnant sur les data ESG parce que c'est un sujet clé et stratégique. Mais vous me tendez la perche peut-être pour en reparler avec Christopher Guérin. On a vécu, moi j'ai fait pas mal de finances. On a vécu dans un monde où vous faisiez des profit warning. La boîte faisait une entreprise fait un profit warning, le cours de bourse se casse la figure. Est-ce qu'on va vivre dans un monde où il y aura des carbone ou des social warnings qui devront être faits parce qu'on n'aura pas respecté des engagements pris ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le dialogue avec les années ou une pression en tout cas qui va venir vers vous ? Alors peut-être pas sous le format que j'évoquais, mais parce que c'est souvent des sujets depuis long terme, mais respect de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est des critères qui sont essentiels aujourd'hui dans l'ESG, des problématiques de diversité. Est-ce que ça va devenir un élément de, de la discrimination entre le choix d'investissement d'une entreprise ou pas ? Oui, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, il faut faire attention que la transparence ne devienne pas un inconvénient pour l'entreprise. Et que le principe vivons heureux, vivons cachés commence à prendre de l'ampleur côté entrepreneurial. Donc oui, donc il y a un gros sujet sur ces aspects-là, mais une fois de plus, il y a une dichotomie entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Nous, on est suivis par des fonds longs américains, mais qui ont pas la même perspective que certains fonds européens, qui pourtant vont un peu dans le même sens. Je pense qu'on fait face à des nouveaux défis, et l'entreprise a besoin d'un nouveau récit. Et il ne faut absolument pas se basculer dans l'obsession de la mesure, parce que le récit d'entreprise ne se résume pas à des indicateurs. Après, on est face à un monde qui est maintenant ce qu'on appelle en permacrise. Avant, les crises s'enchaînaient, maintenant elles s'empilent. Crise cybernétique, géopolitique, climatique, bien sûr sanitaire. Donc une entreprise qui aura envie d'embaucher à l'avenir devra tenir compte de tous ces paramètres. Le plus urgent pour moi n'est pas encore plus de labels et encore plus d'indicateurs, c'est sur le thème de l'éducation. Je reviens parce qu'on est en train de bâtir notre propre université pour expliquer que la rentabilité d'un client ne peut pas être vue uniquement sur les capitaux employés, mais également sur les carbones employés. Donc vous l'avez vu à travers le petit film, on fait des mesures prédictives de l'évolution de notre chiffre d'affaires en fonction du profil de nos clients, à la fois sur la partie profitabilité et sur la partie carbone employé. Parce que le jour où arriveront les taxes carbone, on va leur dire, écoutez, ce client, il est peut-être profitable à l'heure actuelle, mais quand vous appliquez la taxe carbone, il ne l'est plus du tout. Donc, les managers d'aujourd'hui ont vraiment besoin de réinvention, d'un récit, de formation, et c'est là que j'attends le monde de l'éducation. Alors, et surtout pour la politique. Il nous reste 5 minutes pour évoquer un dernier sujet qui est très politique, mais très essentiel, surtout en ce moment, celui du consensus social que peut créer ou pas l'ESG.
Et là, je parle de rémunération des dirigeants. Est-ce que, au travers des critères ESG, on voit apparaître, d'après vous, de nouvelles règles, et que ça commence à arriver, de prise en compte de critères non pas seulement financiers, mais extra-financiers? Est-ce qu'on va avoir des rémunérations vertes, des critères de performance, donc sur les sujets climatiques et bien sûr de performance sociale, pour décider des rémunérations et justifier de rémunérations qui, on le voit dans cette sortie de crise, alors qu'on est en train de rentrer déjà dans une autre, sont pour certains certain nombre de cas choquantes. Est-ce qu'il y a un enjeu de consensus social aussi? Bon, bah c'est obligatoire. Enfin, moi déjà, ça fait 25% de ma rémunération est liée aux objectifs, aux critères ESG, mais c'est le cas également de nos top 500 managers. Donc ça, il faut absolument... Alignement d'intérêts entre vous et la planète? Non, parce qu'aujourd'hui, nous, tous les trimestres, chaque unité est challengée sur sa performance financière, environnementale et sociale. Et on a créé notre petit tableau du Hall of Fame, les 3 unités qui ont les résultats les mieux équilibrés sur les 3 paramètres. Et puis on challenge en créant une émulation interne, on fait le Hall of Shame, c'est-à-dire les unités qui sont très très en retard sur la partie environnementale et sur la partie diversité, pour faire bouger les choses. Est-ce que ça peut conduire à faire baisser votre rémunération? Bien sûr, bah oui, comme ça fait partie de ma rémunération. Donc si j'atteins pas mes objectifs, j'aurai une rémunération plus faible. Olivier, nous aussi, on a mis dans notre accord d'intéressement, le conseil d'administration a mis en place un plan d'action gratuite de performance où il y a des critères ESG. On en avait mis un depuis l'année dernière dans le plan d'intéressement de l'ensemble des collaborateurs. La rémunération variable des managers, il y a des critères ESG. Et donc évidemment, petit à petit, alors nous, ça pèse entre 10 et 20% de ces sujets. Je pense qu'effectivement, ça va augmenter au fur et à mesure des années. Le sujet, c'est comme sur le plan technique, c'est la transition, c'est la période de transition, arriver à réconcilier les deux et comment on passe d'un monde où ça comptait pour 0 à un monde où ça pèsera peut-être pour 50%, au moins autant que la performance financière. Ça ne peut pas se faire d'un coup, ça se fait progressivement. Nous, on a démarré, dans les rémunérations, ça a démarré il y a maintenant 3 ans. Dans le corps d'intéressement, il a fallu vendre ça à tous les collaborateurs, vendre ça aux représentants des salariés. Qui étaient c'est des sujets nouveaux, techniques, parfois très complexes. Quand on leur dit une partie de l'intéressement va être liée à la diminution des émissions carbone, et voilà comment on va les mesurer, etc., etc. Il faut faire beaucoup de formation avant. L'année dernière, on avait fait critères d'intéressement. Le critère ESG, c'était les gens qui auront le pourcentage de salariés d'ICAD qui auront suivi la formation sur le bas carbone. Et parce qu'il faut bien démarrer doucement. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir les critères environnementaux, sociaux, gouvernance qui pèsent autant que les critères financiers 50-50 ? Peut-être, mais je pense que c'est quand même pas pour demain. Bah si, ça va arriver parce que Rodolphe Durand et HEC... sauf si Rodolphe agit, mais les ça, c'est enseignements autre chose. ESG seront aussi obligatoires, voire surpondérés par rapport à la finance classique. Est-ce que c'est pas ça la vraie révolution ? Ce que je peux dire, c'est que les études montrent que l'impact sur la performance économique et environnement social est manifeste dès qu'on franchit à peu près le seuil de 15% de la rémunération variable. Voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui où beaucoup d'entreprises ne le mettent pas. Plus d'entreprises vont évidemment ajouter ce genre de critères, plus le niveau, je pense, devra s'accroître. Donc le monde aura changé quand le tiers des étudiants d'HEC qui ne suivent pas les enseignements ESG les suivront. Mais ça va être une conclusion pour cette table ronde ESG, le nom de ton nouveau patron. Merci à tous les 3 d'y avoir participé sans blablabla, sans bullshit, et je vous en remercie, c'était la règle. Et vous allez retrouver dans quelques instants Juliette Rénal, qui est la journaliste énergie à la Tribune, sur un débat sur la France, futur leader de la finance verte et responsable, et je vous retrouverai un peu plus tard. Merci.